je m'appelle Olivier Pont, qu'est-ce que je peux dire? J'ai 53 ans, je vis à Paris, et je fais de la bande dessinée depuis, je sais pas, une trentaine d'années avec 10 ans d'interruption à peu près. Je m'étais arrêté pour faire de la réalisation, pas dans le dessin animé, la réalisation de prise de vue réelle. J'aspire à retrouver ça d'ailleurs, donc j'écris parallèlement à la bande dessinée des projets de long métrage ou de séries pour essayer de réaliser à nouveau. Et que dire, je fais une série chez Rue de Sèvres avec Régis Loisel au scénario qui s'appelle Un putain de salopard et nous sortons le tome 3. Alors c'est une série d'aventures qui se passe dans la jungle amazonienne des années 70. Elle n'est pas simple à pitcher parce qu'il y a beaucoup de personnages. Le personnage principal c'est Max, un jeune homme d'une vingtaine d'années qui vient de perdre sa maman et avec le micro-héritage qu'il a fait, il décide de voyager, il part au Brésil sur les traces de son enfance parce qu'il a vécu là les 3 premières années de sa vie. Et dans les affaires de sa maman décédée, il a trouvé 2 photographies où on la voit, elle, à chaque fois avec Max bébé sur les genoux et un homme différent à chaque fois. Et l'un des 2 est peut-être son père, mais il n'en sait rien parce que sa mère lui a toujours caché qui était son père et il ne lui a jamais rien raconté dessus. Donc il part au Brésil un petit peu sur les traces de ce père disparu. Et là-bas, il va faire des tas de rencontres, des infirmières qui sont là pour travailler dans un dispensaire, des brigands évidemment, il va se passer des tas de trucs. Et Baya, une jeune indigène muette, dont il va faire la connaissance et avec qui il va se lier un petit peu plus. Enfin non, c'est Régis qui scénarise la bande dessinée, j'y participe aussi, et donc c'est lui qui avait cette volonté de... oui, c'est une société encore plus patriarcale que la nôtre, ces sociétés un peu de western du côté du Brésil, là-bas, où les hommes sont tous, la plupart, des brigands, et pour qui et les indigènes et les femmes sont... comment dire, ne comptent pas, quoi, ont très peu d'importance. Et l'idée de Régis était au contraire de montrer que ce sont elles les personnages forts, les personnages solidaires et les personnages les plus, je dirais, honnêtes et fréquentables de cet univers-là. On se connaît depuis assez longtemps. Bon, d'abord, moi, je le connaissais avant qu'il me connaisse, puisque je lisais ses bandes dessinées. J'étais un fervent lecteur de la Quête de l'Oiseau du Temps à l'époque. Et puis après, j'ai commencé la bande dessinée chez Vent d'Ouest, et lui, il faisait Peter Pan chez Vent d'Ouest, donc on a eu l'occasion de se rencontrer là-bas au cours de festival. Et puis voilà, on est devenus amis. On a fait un voyage en Guyane ensemble il y a plus de 20 ans. Comme ça, pour le fun, et on avait commencé à poser les bases d'un scénario quand on était là-bas sur les pirogues, à remonter les fleuves amazoniens. Et quelques années après, donc quand j'avais fait donc cette pause de réalisation pendant un bon petit moment, et j'ai recommencé la bande dessinée avec 2 albums que je faisais chez Dargaud, mais j'avais perdu un peu de motivation. Et je me suis dit, tiens, c'est peut-être le moment de retrouver de la motivation, d'appeler Régis, d'essayer de travailler sur ce projet qu'on avait ensemble il y a très longtemps. Finalement, on n'est pas parti sur ce projet-là que lui trouvait un peu trop sombre, mais il avait cette idée de départ de Un putain de salopard qu'on a exposé et qu'on a commencé à développer. C'est comme ça qu'on a commencé à travailler ensemble. Alors, il est surtout un dessinateur très exigeant, enfin scénariste aussi, mais sur le scénario, il a une tendance à laisser aller sa plume et à écrire au fil de l'eau comme ça, et souvent le travail qu'on fait ensemble après, c'est d'essayer de restructurer un petit peu l'ensemble pour pas partir sur une série qui fasse 18 albums. Donc là-dessus, il est très ouvert aux nouvelles suggestions, à la façon de rebidouiller un truc, parce que souvent, quand on est dessinateur, on va voir des choses, on va se dire tiens, tel dialogue est inutile, telle scène est un peu redondante. On va avoir tendance à restructurer assez naturellement, qui fait lui aussi comme dessinateur d'ailleurs. Donc là-dessus, il est très ouvert aux suggestions et on travaille ensemble assez fluidement. Après, comme dessinateur, pour le coup, il est très exigeant, c'est-à-dire que quand je lui envoie les planches, il va me faire refaire beaucoup de choses, il va me dire
tel visage tu peux pas le garder comme ça, tel décor ça marche pas comme ça et tout. Et évidemment il a une certaine autorité en la matière, donc je suis bien obligé de reconnaître qu'il a raison et de retravailler dans le sens qu'il me dit, ouais. Mais c'est très enrichissant à ce niveau-là. Sur le moment c'est jamais très simple d'avoir beaucoup de corrections à faire. Enfin, il n'y en a pas non plus des kilomètres, hein. Mais je vois ce qu'il veut dire et je me rends compte après coup, après correction, qu'il a souvent raison. Ça va dans le sens de la narration et dans le sens de l'efficacité du projet, quoi. On travaille ensemble, souvent au début on fait la trame ensemble par ping-pong comme ça, et puis après lui il écrit le scénar, et après là-dessus oui j'ai la possibilité de rebidouiller des scènes, de lui reproposer des dialogues à certains moments quand je trouve que c'est trop long ou trop redondant ou tout ça. C'est toujours pareil, hein, sur l'écrit il y a des choses qu'on va pas voir, et une fois qu'on fait le découpage de la scène, qu'on commence à storyboarder et tout, on se rend compte qu'il y a des raccourcis qui peuvent être envisagés, donc oui là-dessus après on continue à travailler ensemble. Si, c'est pas évident. Ça c'est pas évident parce que justement il y a des moments au scénario où ça serait quand même plus simple qu'il y ait un dialogue avec Max, et là on se dit bon sang de bonsoir, elle est muette, alors il va falloir qu'elle parle avec les mains, il va falloir, oui, il y a des moments où ça pose certaines difficultés, mais c'est assez marrant. Régis il s'est rendu compte qu'il avait comme ça certains gimmicks, et donc il y a souvent chez lui Clochette par exemple déjà était un personnage qui pouvait pas parler, et puis je me souviens plus mais on en avait parlé ensemble, il y avait d'autres personnages comme ça qui avaient cette même caractéristique, ou des personnages, là il y a le manchot, personnages qui sont amputés, ça revient aussi régulièrement dans son œuvre, des personnages amputés comme ça, donc il faudrait qu'il aille voir un psy pour savoir pourquoi il a certains personnages qui sont muets, pourquoi il a certains personnages qui sont amputés. C'est assez intéressant à suivre, ouais. Et ben pour le coup c'est souvent la caractérisation des personnages, parce que c'est un truc sur lequel Régis est très à cheval, et je me rends compte que j'ai plus de facilité, je sais pas, à mettre en scène une scène d'action, à dessiner des décors et tout ça, et quand il s'agit de rentrer dans l'acting pur des personnages, c'est pas si évident que ça, et donc c'est là-dessus que souvent il me corrige et que je me rends compte que j'ai une marge de progression et que j'ai le plus de difficultés. Il va me dire, tu vois, par exemple Baya qui est un personnage plutôt une jolie fille, quoi, à la garder intacte alors qu'elle va être en colère, alors qu'elle va être triste, à garder ces émotions-là. J'ai souvent un peu plus de mal. Je refais 10 000 fois un visage en contre-plongée où elle va être en colère. Déjà en contre-plongée, il faut qu'elle ressemble à quelque chose, mais qu'en plus elle soit réellement en colère, qu'on sente son acting. C'est là que j'ai le plus de difficultés, c'est là que je refais le plus de dessins souvent. Ouais. Le plus de plaisir, c'est souvent dans les scènes d'action, moi. J'aime beaucoup avoir des scènes que je peux découper, il y a une scène de poursuite dans ce tome 3 par exemple, c'est là que je prends le plus de plaisir, parce que du coup on se rapproche aussi un petit peu du cinéma, et d'avoir des découpages cinématographiques, d'aller chercher un angle de vue où on se dit voilà, là on sent bien la vitesse de la voiture, voilà, je prends souvent plus de pied dans ces scènes d'action. Ouais, sûrement, ouais. Sûrement, mais projet qui coûte sûrement un peu cher aussi, parce que si ça doit se passer dans la jungle avec c'est plutôt un film d'action quand même, ça serait plutôt un film d'action. Donc un film d'action dans la jungle, c'est souvent des budgets qui sont pas simples à avoir. Ouais, 2 ans à peu près. Ouais. Moi, les albums ils font quasiment, enfin celui-là il est un tout petit peu plus petit, mais ils font entre 75 et 85 pages en général. Et donc moi il me faut 18 mois rien que pour le noir et blanc. Et il y a la phase couleur qui est faite par François Lapierre, qui prend un peu de temps aussi. Et puis la phase scénario, comme le scénario n'est pas encore écrit là, oui, il faudra bien 2 ans. Là. J'ai quelques documents, par exemple si je dois faire dessiner une pirogue indienne ou une espèce de petit cabanon de pêcheur, oui je vais aller chercher sur internet si j'ai quelques références, je vais en croiser plusieurs et puis faire ma propre tambouille. Et puis après au bout d'un moment on finit aussi par avoir des scènes de jungle, il y en a tellement là en 3 tomes qu'au bout d'un moment on essaye aussi de se dire voilà, qu'est-ce que j'ai déjà dessiné, qu'est-ce que je vais essayer de faire un peu de nouveau dans la mise en scène, quel point de vue, quel type d'arbre, quel type de, je sais pas, de rivière, de fleuve, essayer d'alimenter tout ça pour faire quelque chose d'un petit peu, de pas se répéter, voilà, d'être un petit peu. Donc je vais quand même beaucoup sur internet et puis après je fais ma tambouille. Moi je suis un dinosaure qui fonctionne à l'ancienne avec feuilles de papier canson A3.
crayon, gomme, beaucoup de gomme, énormément. Et puis après, j'encre avec des pinceaux à l'encre de Chine. Des petits pinceaux comme ça. Et donc, gouache blanche et Tipex quand je me bourre, voire rustine. Technique apprise de Régis Loisel, justement. Quand vraiment je me suis beaucoup gouré, je rustine. Et voilà, donc oui, j'ai encore des originaux noir et blanc qui sont après scannés. Par contre, la couleur est faite sur ordi par François Lapierre. Non, non, je crois pas. Bon, ils étaient très ouverts de toute façon. C'est Régis qui a amené ce titre, et quand il l'a amené, j'ai dit ah ouais, c'est vachement bien. Parce qu'au début, on avait commencé à parler de la série, à travailler sur le scénario, et on n'avait pas vraiment de titre. Alors, Amazonia, machin, ce genre de truc un peu classique, mais ça sonnait pas très bien. Quand il est arrivé avec un putain de salopard, je dis ah ouais, ça c'est vraiment bien parce que c'est intriguant. On se dit mais de qui on parle? Oui, c'est au singulier d'ailleurs. Parce que des salopards, il y en a un paquet. Oui, oui, ça grouille de salopards, mais il y en a un qui est vraiment un putain de salopard, qui sera un peu plus salopard que les autres. Et donc ouais, voilà. Non, j'ai pas eu d'écho de l'éditeur négatif en fait. Moi, c'était plutôt du côté de ma famille où ma maman m'a dit mais c'est pas possible, tu peux pas sortir une bande dessinée qui s'appelle comme ça. Ouais. Et moi je dis bah oui, mais je suis obligé là, c'est Régis qui m'impose ça. Non, et puis je lui disais, moi je trouve le titre très bon. C'est un titre assez accrocheur, tu vois, on sait pas trop de quoi ça va parler, qui c'est, et ça donne envie à mon goût d'aller fouiller dedans. J'aimerais beaucoup réaliser après la bande dessinée, mais comme je ne suis pas maître de mes projets de fiction, je vais prévoir de toute façon sans doute un projet BD à faire après. Pour l'instant, j'ai absolument aucune idée de ce que ça va être. Donc voilà, c'est open space. En termes de réalisation, tu as déjà des pistes Je travaille avec une scénariste, et là on a pondu un scénario, mais en synopsis développé, j'ai envie de dire, en 12 pages. Et donc on va partir à la recherche d'une production pour développer le scénario. Mais ça fait des années que je développe des projets comme ça, et certains vont plus loin que d'autres, mais pour l'instant aucun n'a réellement vu le jour. Donc c'est beaucoup de travail, beaucoup de développement parallèlement à la bande dessinée, beaucoup d'écriture. Et puis après on est dépendant d'une production. La production dépend de financement, et ça se fait pas. Pour l'instant ça se fait pas, donc c'est du boulot pour rien pour l'instant. Et pour l'instant je continue à vivre de la bande dessinée. Tellement, Régis, c'est l'une des plus importantes. Moi, j'ai grandi avec les grands classiques. Mon papa collectionnait des bandes dessinées. Donc, à la maison, il y avait tous les Astérix, Lucky Luke, Tintin, Gaston, tout ça. Donc, j'ai tété ces mamelles-là. J'étais abonné au journal Spirou. Donc, dans les années 80, c'était beaucoup Franck P, Isler, Yannick Conrad, toute cette génération-là. Donc, ça a vraiment été mes premières grandes influences. Gottlieb aussi. Dans un genre un peu différent, mais Gottlieb, j'ai adoré. Et le virage vraiment autour de mes 15 ans, c'était Loisel, avec un découpage très cinématographique, avec plus aussi de violence et de scènes de nu aussi, enfin pas forcément de nu, mais de suggestions, avec Pélis qui était quand même un personnage très hyper sexy, et qu'on ne voyait pas tellement dans le Spirou de ces années-là. Et donc là, ouais, je me suis dit, tiens, c'est une BD un peu plus adulte. Et puis dans le langage aussi, dans le découpage, moi je trouvais ça vraiment très novateur. Et dans le dessin aussi, dans l'énergie du dessin, il y avait quelque chose de très nouveau. Donc ça a été un vrai virage. Et donc oui, je peux dire que je me revendique de cette influence-là, clairement. Et puis après, il y a eu, après tout ce qui... Je sais pas, De Crécy, Bastien Vivès, pour citer ceux qui me viennent à l'esprit maintenant, mais il y a eu tellement de choses qui ont été faites après, et qui nous influencent toujours en fait. Chaque nouveau dessinateur qui arrive, dont on se dit ah ouais, cette patte est vraiment extraordinaire, ça, d'une façon ou d'une autre, ça nous influence, quoi, que ce soit dans le dessin pur ou dans le découpage, dans la mise en scène, dans les scénarios aussi, scénarii. Je continue d'être influencé par des nouvelles choses que j'achète et que je lis et que je découvre. J'ai oublié son nom. Celui qui vient de décéder là. Canteggiani ? Non, le coréen. Oui, le coréen. Oh, putain, j'oublie son nom. Ah oui, mais j'ai pas. Kim Jong-ji, voilà, exactement. On va se le refaire. Donc oui. Alors vas-y, tu peux pas garder ça. Ça serait Kim Jong-ji, dont j'ai du mal à dire le nom, mais qui vient de décéder, et qui était juste fascinant à regarder dessiner. Enfin, lui pour le coup, on a l'impression qu'il y avait quelque chose qui relève du génie,
C'est-à-dire qu'on avait l'impression que l'image était réellement dans sa tête, qu'il l'avait photographiée et qu'il l'a restituée, parce qu'il dessinait donc directement avec ses pinceaux d'encre de Chine, sans retouche, sans rien. Et il faisait des dessins d'une complexité absolue, une espèce de fresque où il y avait plein de personnages, de véhicules, de décors qui s'enchevêtraient. Et donc il démarrait d'un point comme ça, et puis ça finissait par faire une fresque, mais absolument cohérente, quoi. Il y avait rien à jeter. Alors là, oui, j'aurais bien voulu savoir ce qui se passait dans sa tête. Moi qui suis plutôt un laborieux, donc au crayon, je vais gommer 10 000 fois, je vais encrer, et puis après là-dessus, je vais gouacher, je vais typexer, je vais rustiner beaucoup de fois aussi, pour arriver à un dessin qui n'aura pas cette espèce de force et d'assise qu'il avait. Donc, ouais, lui, c'était... Il y a des dessinateurs qui sont très impressionnants comme ça. François Bouc aussi, il est très impressionnant à avoir dessiné. C'est un peu ce genre-là aussi, à démarrer d'un orteil et puis à te faire un corps absolument parfait. Bon, c'est toujours... Mais lui, il était encore plus impressionnant, je dirais. Donc voilà, je me mettrais dans sa tête à lui.